Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo postée par PRFC sur YouTube. L'idée est de vous donner un aperçu de ce que seront nos modules e-learning autour du MBSE, enrichis plus tard, bien sûr, de quiz et de ressources complémentaires. Bonne vidéo! Là, on va parler donc de systèmes complexes. Donc, j'ai essayé de mettre un petit peu les différents domaines actuellement où on fait des systèmes complexes, où on fait de l'ingénierie système et où on essaye de faire du model-based system engineering. Donc, comme on est à Toulouse, évidemment, les avions et les satellites. Mais il ne faut pas oublier les voitures, hein. Après, il y a l'énergie aussi. Il y a Technicatom et Framatome qui utilisent pas mal Capella. Domaine ferroviaire aussi, hein. Alors pas forcément trop en France encore. Encore que la RATP a fait un retour d'expérience au dernier Capella D, mais il y a des projets de trains autonomes, etc. Et puis il y a le médical aussi, le médical, en particulier tout ce qui est radio, tous les gros appareils de radiographie, qui sont des systèmes complexes. Voilà, donc ces gens-là, en fait, toutes ces entreprises qui travaillent dans ces domaines-là, qui font de l'ingénierie système et qui sont intéressés par le MBSE, donc le Model Based System Engineering. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Je vais passer relativement vite, hein, mais il y a des définitions quand même intéressantes qui ont le mérite d'être courtes et précises. Donc, combinaison d'éléments qui interagissent, organisés pour réaliser un ou plusieurs objectifs prédéfinis. Ça, c'est une norme importante sur l'ingénierie système, hein, l'ISO 15288. Le IA 632, qui est pas mal utilisé en aéronautique, par exemple chez Airbus, définit un système en disant que c'est à la fois des produits finis et des systèmes contributeurs ou des produits supports. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il distingue le système of interest, celui qu'on va livrer au client et que le client va utiliser en fait. Mais pour faire ce système of interest, il ne faut pas oublier qu'il y a des systèmes contributeurs, c'est la traduction officielle en français, qui peuvent être eux-mêmes très complexes. On peut penser à des simulateurs d'avions pour Airbus, des simulateurs de vol qui servent à entraîner les pilotes, etc. Des bancs de test. Voilà, donc les systèmes contributeurs qu'on va livrer au client aussi, ou pas forcément, qui vont peut-être juste servir à fabriquer le système of interest, mais qui vont être eux-mêmes des systèmes complexes sur lesquels il faudra utiliser les bonnes pratiques d'ingénierie système aussi. Donc, par exemple, dans Capella, quand on parle à la fin de PBS, End Product Breakdown Structure, c'est le dernier niveau Capella. En fait, le end product, c'est la partie gauche, là, c'est le system of interest. Bon, d'autres définitions intéressantes. Donc, la particularité de l'ingénierie système, en particulier par rapport à l'ingénierie logicielle, c'est le fait que on a une approche interdisciplinaire. On va faire parler entre eux des mécaniciens, des thermiciens, des électroniciens, des informaticiens, des spécialistes d'hyperfréquence, etc. Ça complique encore tout l'aspect communication qui est de plus en plus important, plus les systèmes deviennent complexes. Donc l'INCOSI, qui est l'association mondiale sur l'ingénierie système, définit l'ingénierie système comme une approche interdisciplinaire et un ensemble de moyens pour permettre la réalisation de systèmes globalement qui marchent. Il y a une autre définition en dessous qui est un petit peu plus technique, qui parle de top-down, synthesis, development and operation, d'un système du monde réel qui doit satisfaire de la manière la plus optimale possible le maximum d'exigences. Et puis il y a une définition un peu plus philosophique en bas qui est assez intéressante aussi, c'est dire que finalement les systèmes complexes, c'est pas juste des équipements qu'on met ensemble, il y a ce qu'on appelle des propriétés ou un comportement émergent. Le fait qu'on mette tous ces trucs ensemble et qu'on les relie et qu'on les fasse interagir, finalement, ça fait que le tout, le système lui-même, le système global, c'est plus que la somme de ses parties. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans Arcadia, vous verrez. Cette notion aussi de récursivité, on a un système qui va se décomposer en sous-systèmes. Il y a un super add-on dans Capella qui est le système subsystem transition en particulier, qui est très très utile, qui est très utilisé par les industriels. C'est cette notion de s'attaquer vraiment au système global et non pas tout de suite rentrer dans les détails d'une partie ou d'une discipline aussi. C'est vrai que l'INCOSI, c'est intéressant parce que c'est un regroupement d'ingénieurs systèmes qui essayent de partager leurs bonnes pratiques. Donc, ils organisent des événements, des conférences annuelles et qui publient des documents. Ces documents, c'est vraiment des recueils de bonnes pratiques et qui sont mis à jour régulièrement. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Il y a en particulier ce document-là qui est un petit peu la Bible, le SE Handbook, Systems Engineering Handbook, qui est un recueil de bonnes pratiques. C'est sur ce document-là que se base la certification de l'INCOSI. Il y a de plus en plus de gens, y compris en France maintenant, qui essayent de préparer ces certifications.
Le premier niveau, c'est un QCM en anglais de 2 heures, 2 heures et demie, qui reprend les grands process d'ingénierie système, tout ce qui est décrit dans ce bouquin-là, mais de façon quand même assez pragmatique. Bon, ça se lit pas comme un roman non plus, ce document, mais c'est comestible et c'est mis à jour. Donc là, c'est la 4e édition. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur la 5e. Ça évolue. Ils ont introduit de plus en plus de modélisation dans les process qu'ils décrivent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et Arcadia s'est beaucoup inspiré de ce document-là. Alors, pourquoi on modélise? Globalement, on modélise à la fois pour maîtriser la complexité, donc sur des systèmes qui sont de plus en plus complexes, on va essayer de réduire la complexité, de réduire les risques. Bon, moi, j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse il y a longtemps, et on faisait des TP au CEAT, des TP en soufflerie. Donc, on avait des maquettes d'avions en bois qui faisaient 2 mètres de long, avec une soufflerie derrière, et puis on étudiait l'écoulement de l'air sur la structure. Ça, c'était évidemment un modèle. C'est pas un truc qui va voler, c'était en bois sans rien d'autre, mais ça permettait de dérisquer un aspect particulier important sur cet avion, donc tous les aspects aérodynamiques. Donc maîtrise de la complexité, réduction des risques, ça c'est pour ça qu'on modélise, mais aussi, on modélise aussi pour communiquer, les deux. Donc pour communiquer, c'est pour ça qu'avec Capella, on fait des jolis dessins en couleur pour que les gens arrivent à les lire facilement. Il faut que les dessins soient jolis et pas trop fouillis, sinon personne ne va les lire, personne ne va les valider. Puis il faudra plein de dessins différents, il faut des niveaux de détail différents, il va y avoir des lecteurs différents, il va y avoir le client, le prospect qu'on allèche avec une maison avec déjà des décorations, des arbres qui ont poussé, alors qu'en vrai il n'y a rien et le terrain il est tout vide. Bon, après, si le client commence à montrer un peu un intérêt, on va lui montrer le plan de la maison, la superficie des pièces, etc. Et puis après, quand la maison va être construite, évidemment, il y aura des plans beaucoup plus précis pour l'électricien, le maçon, le plombier, niveau de détail différent, pour des lecteurs différents. On va répondre à des questions différentes finalement avec tous ces plans. Voilà, les modèles qu'on va faire en ingénierie système, c'est pour maîtriser la complexité. Plus les systèmes sont complexes, plus il y a de personnes qui vont participer au projet, et donc plus on aura besoin de communiquer à la fois des spécifications, des expressions de besoin, des specs, et aussi après des conceptions, des architectures, des descriptions de solutions. Donc l'idée, c'est de faire ça le plus précisément possible, pas seulement avec des dessins qui sont incohérents entre eux. Donc pour faire ça mieux, effectivement, on a besoin de ce qu'on appelle un langage de modélisation. Donc, il y a des langages depuis longtemps en maths, pour la construction, pour l'électronique, etc. Ce qui manquait, par contre, c'était un langage un peu général et utilisable justement dans tous les domaines au niveau ingénierie système. Donc là, on remonte vraiment d'un cran, d'un niveau d'abstraction. C'est pas juste pour la partie électronique ou juste pour la partie mécanique, pour les bâtiments, etc. Mais on veut pouvoir exprimer tout un système avec un langage. Donc ça, c'est l'idée derrière SysML en particulier, c'est l'idée derrière le langage qui est dans Arcadia. Comme c'est des langages, il faut une syntaxe, une sémantique, on verra ce qu'Arcadia définit. Et du coup, il y a des outils comme Capella ou comme Papyrus ou comme Magic Draw ou comme Enterprise Architect. Donc ces outils, ce qu'ils apportent par rapport à un outil de dessin, c'est à la fois des facilités pour créer les éléments de modèle et les relier entre eux en respectant le langage, et puis tout un tas d'outils d'exploitation, tout ce qui est model checking, tout ce qui est dans Capella, tout ce qui est les transitions d'un niveau à un autre, etc. Les présentations classiques de pourquoi on fait du MBSE, pourquoi on fait du MBSE, c'est pour passer sur les gros projets industriels, sur les gros projets de système, typiquement les avions chez Airbus ou les satellites chez Thales Alenia Space. On a des tonnes de documents pour spécifier, puis des tonnes de documents pour décrire les solutions, qui sont faits majoritairement dans des outils de bureautique. Bon, il y a aussi Visio, PowerPoint, Word, Doors, etc. Très, très centré documents, avec toutes les difficultés de mettre à jour les documents, de les faire évoluer et de les rendre cohérents les uns avec les autres. C'est quasiment impossible, en fait. Plus les projets sont complexes et plus il y a de gens nombreux qui participent sur le projet, et moins ça marche. C'est pour ça que tous les gros industriels regardent le MBSE, certains récemment, d'autres comme Thales depuis pas mal d'années, parce que simplement, ils n'arrivaient plus à travailler comme avant. Sans le MBSE, on a de plus en plus de gens qui s'échangent de plus en plus de documents, voire de petits modèles qu'ils ont fait localement, mais c'est impossible de garantir la cohérence de tout ça. Du coup, les décisions qui vont être prises sur le projet vont être également incohérentes.
Il y aura aussi une grande difficulté à assurer la continuité entre typiquement l'expression du besoin et puis la description de la solution, hein, entre le quoi et le comment. Et avec le MBSE, voilà ce qu'on veut faire. On veut avoir un modèle système partagé avec des vues multiples, que les différentes parties prenantes sur un projet puissent extraire du modèle partagé l'information qui leur est utile sans être parasité par ceux qui ne les intéressent pas, mais que ça garantisse que tout ça soit cohérent. Si on a un workflow collaboratif, c'est encore mieux. Et puis, et c'est pas anecdotique, le MBSE, par le fait de l'utilisation d'un langage de modélisation, ça va participer à ce que les gens aient un vocabulaire commun. Quand ils parlent de fonctions ou de composants, ils parlent de la même chose, ce qui n'est pas du tout évident en fait. Hein, quand il n'y a pas de MBSE, on va voir différents experts. Il y en a un qui nous parle de la fonction détecter une cible et l'autre qui nous parle de la fonction radar. Bon, tiens, c'est une fonction, le radar, c'est pas un composant. Composant, fonction, c'est pareil pour moi. L'autre, non, non, fonction, c'est pas pareil qu'un composant. Donc, s'il n'y a pas une méthode qui définit tout ça, qui définit effectivement la sémantique des concepts, plus il y a de gens qui participent et qui travaillent entre eux sur le même projet, et plus il va y avoir d'ambiguïté, de difficultés de compréhension. L'objectif du MBSE, c'est vraiment d'accompagner toutes les étapes d'ingénierie système, depuis l'inception, l'étude du besoin, les études préliminaires, jusqu'à la mise en exploitation du système et son évolution. C'est ça maintenant. Et ça, c'est une présentation que j'aime bien du MBSE. Pour faire du MBSE, finalement, il faut un langage de modélisation, il faut un outil qui connaisse ce langage et pas un outil de dessin. Et le problème, c'est que si on s'arrête là, on a 6ML par exemple comme langage, on a Enterprise Architect ou Magic Draw ou Papyrus 6ML comme outil. Et après, par quoi je commence au fait? Qu'est-ce que je modélise en premier? Quel type de diagramme j'utilise? En fait, le problème, c'est que dans UML et 6ML, hein, le else, il veut dire langage. Il n'y a pas de méthode. C'est une boîte à outils, quoi, 6ML. C'est une boîte à outils avec plein de concepts, plein de diagrammes. Mais c'est tout. Dans 6ML, il n'y a pas de diagramme d'analyse, diagramme de conception, etc. Donc il y a plein de gens qui ont fait ce chemin-là, qui ont choisi, on leur a dit de faire de la modélisation système, ils ont dit, bon, bah, le standard c'est 6ML, pof, je prends 6ML. Après, on leur a dit, bah, il faut choisir un outil. Bah, bon, bah, des outils 6ML, il n'y en a pas 36 quand même. Allez, je choisis, ah bah tiens, on a déjà un truc qui s'appelle Rhapsody d'IBM dans la boîte, bah, on va utiliser Rhapsody. Ou alors, bah tiens, on a déjà Enterprise Architect pour faire autre chose, tiens, on va prendre... Et puis quand ils commencent un projet, ils se disent, oups, le modèle il est vide au début, par quoi je commence? Je ne sais pas. Donc chez Thales, ils ont fait le contraire. Chez Thales, ils se sont dit, de quoi ont besoin nos ingénieurs de système? De quel concept? Il faut absolument qu'on les force à différencier le quoi du comment, parce que des fois, c'est pas si clair que ça. Donc on va leur positionner, on va leur définir une méthode qui va s'inspirer du SE Handbook de Linkozy, où on définit des notions d'analyse système, d'archilogique, d'archiphysique. Ça peut être intéressant de différencier les deux. Ils ont rajouté un petit peu plus tard l'analyse opérationnelle. On verra ce que c'est. Et pour chacun de ces niveaux, quels sont les concepts qu'on veut manipuler? Au niveau système, le comportement du système, ça va être des fonctions. Les fonctions vont être reliées entre elles par des data flows. Au niveau architecture, on veut définir des composants. À la fin, on a des composants physiques, etc. Donc, en fait, ils ont défini dans Arcadia des niveaux méthodologiques, des règles méthodologiques, et du coup, en fait, ils ont défini un langage parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient du mal à utiliser 6ML tel quel, en particulier parce qu'il n'y avait pas le concept de fonction qui manque cruellement dans 6ML. Hein. C'est un retour d'expérience de beaucoup de gens qui font du 6ML et qui ne sont pas informaticiens. Donc Arcadia, c'est à la fois une méthode et un langage. Le langage qui est dans Arcadia, qui s'appelle ArcML, est un standard AFNOR. Donc le langage défini dans Arcadia, qui ressemble pas mal à UML 6ML, mais avec le concept de fonction, de chaîne fonctionnelle, etc., et des trucs en moins. Donc Arcadia, ça définit tout ça. Et du coup, le gros avantage de l'outil, Capella, c'est qu'il connaît à la fois le langage, comme tout bon outil 6ML connaît 6ML, mais lui, il connaît en plus la méthode. Donc Capella, il sait ce que c'est qu'un composant logique par rapport à un composant physique. Il sait qu'on ne peut pas allouer une fonction physique à un composant logique ou une fonction logique à un composant physique, et il empêche de le faire. Il sait que ça peut être intéressant de récupérer des acteurs externes du niveau logique pour les avoir au niveau physique, et il fournit toutes les petites moulinettes de transition. Donc l'outil, ça c'est le gros avantage de Capella par rapport à tous les outils 6ML du marché, c'est le fait qu'il connaît la méthode en fait, qu'il connaît Arcadia. Et donc il y a des vérifications de règles. Quand on fait valider ce modèle avec Capella, il va vérifier que toute fonction de niveau système est bien réalisée en dessous par au moins une fonction logique, etc. Toutes les règles de validation propres à la méthode, avec les niveaux, prenant en compte les niveaux, les transitions entre niveaux, etc. Tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas exister dans les outils UML 6ML, puisqu'il n'y a pas de niveau d'ingénierie, il n'y a rien en UML 6ML.
Ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés actuellement qui, voulant se mettre au MBSE, regardent un peu les différents outils et finalement optent pour Capella parce qu'ils voient qu'il y a une méthode dedans, que l'outil il a la méthode à l'intérieur et qu'il fournit tout un tas d'assistance grâce à la méthode. C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes actuellement qui sont en train de regarder Capella et que c'est un concurrent direct de tous les outils SysML, mais avec cet avantage d'avoir une méthode à l'intérieur que l'outil connaît. Alors justement, Arcadia, dans le module suivant, nous allons introduire la méthode Arcadia.